And so I call Andrea, who will give the first talk. Bon, je passe au français, mais je fais. I made my homework. I made the slides in English, but I will speak in French. So, Monsieur Knoblauch, le choix du titre, un peu énigmatique, il est là pour rendre hommage à mon directeur de thèse, avec une contribution qui est en relation avec trois dimensions de votre travail et vos intérêts intellectuels, les mathématiques, la grammaire des langues anciennes et Leibniz. Mais je ne vais pas parler de votre travail, mais de deux personnages que je pense ont beaucoup d'intérêts en commun, ou sont presque des âmes sœurs, des Seelenverwandte, avec votre projet de vie, pour leur parcours, les langues qu'ils ont parlé, mais aussi les domaines de recherche. Peano, Giuseppe Peano et Giovanni Vacca, son assistant. Et l'exemple de leur correspondance, je trouve que ça fait presque comme un feu d'artifice pour votre anniversaire. Ils se sont échangés des lettres dans un langage, un codage, qui était une mécanisation d'une grammaire rationnelle avec une petite machine avec laquelle on pouvait imprimer les différentes lettres de l'alphabet. Et ils se sont beaucoup écrits dans cette correspondance. Mais je ne vais pas parler spécifiquement de cette lettre, c'est juste symbolique pour vous souhaiter bon anniversaire, un petit artifice, feu d'artifice pour ce jour. Alors, l'exemple de cette correspondance qu'on voit ici est donc presque comme un carrefour des centres d'intérêt que vous avez poursuivis tout le long de votre vie. Comme j'ai déjà dit, Leibniz, la grammaire des langues anciennes et les mathématiques. Alors, permettez-moi d'abord de préciser donc, le titre Uomo, 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 l'homme, l'homme, l'homme. J'aurais bien voulu trouver une phrase, une citation de ce type avec 80 fois Uomo pour rendre mieux hommage à votre 80e anniversaire, mais je n'ai pas trouvé plus que 3. Et évidemment, il y a là un petit lien avec le chinois. Le chinois, donc l'original, c'est ren, ren, ren. L'homme, l'homme, l'homme. Et cette phrase provient d'une publication de Giuseppe Peano sur une question de la grammaire rationnelle, où il compare le chinois et les mathématiques, la grammaire des mathématiques et la grammaire du chinois. Dans ces mots, ce sont des langues très rationnelles, très scientifiques, qui n'ont qu'une grammaire en quelque sorte. Ça se voit en particulier avec cette phrase en chinois, ren, 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 qu'on peut traduire littéralement uomo, 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 l'homme, l'homme, l'homme. Mais, comme il dit ici dans cette situation, il faudrait le traduire autrement. Parce qu'en chinois, comme il n'y a pas de catégorie grammaticale, on ne peut pas voir sur la phrase ce que ça veut dire. Donc, il faut en quelque sorte conclure la sémantique de la phrase par le contexte où on est assez libre aussi dans la traduction. Et ici, dans ce cas-là, ça veut dire l'homme traite humainement l'humanité. Donc, on a en quelque sorte 3 fois le mot homme, mais chaque fois dans une catégorie grammaticale différente. Et cet exemple, pour Giuseppe Peano, est un exemple, pas encore une preuve, il aura une preuve qu'on va voir après, que les mathématiques, c'est comme dans les mathématiques, il dit le chinois, 222, je ne peux pas voir par le symbole 2 ou comme ren, ce que ça veut dire exactement ce 2, mais en fait ça veut dire 222. Donc il y a bien un sens autre que juste le sens littéral. Et donc, les mathématiques et le chinois y concluent ont une grammaire très semblable, ou non, aucune grammaire, il dit même, ce qui n'est pas tout à fait vrai, évidemment, qu'il n'y a aucune grammaire, mais pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorie grammaticale. Alors, il poursuit un peu ce projet pour rapprocher les langues anciennes, les grammaires des langues anciennes, avec les mathématiques. Il y a d'autres exemples, comme ici, quand il publie
le premier volume de son formulaire mathématique en 1894, et où il dit, je vous ai traduit ici, que la factorielle de x, par exemple, c'est comme dans le chinois, parce que la fonction, elle suit le x, donc x factoriel. C'est comme dans le chinois, le mot rizi ou zi, c'est le fils, ri, c'est le soleil, donc le fils du soleil, il dit que la fonction suit le mot. Et donc il fait plein de parallèles avec les mathématiques pour montrer qu'il y a ici donc une similarité et que donc le chinois s'apprête très bien à un encodage en un langage logique, comme les mathématiques. Et c'est un projet qui poursuit un peu plus loin. Il regrette, quand il arrive à un certain âge, de ne pas avoir été capable de décoder ou de lire les textes mathématiques en chinois pour pouvoir poursuivre ce projet plus en détail. Mais il y a Giuseppe Vacca, Giovanni Vacca, qui reprend un peu ce projet. Alors, avant de venir à Vacca, il faut quand même dire un mot où est ici le lien avec Leibniz. Leibniz joue un rôle très important dans l'œuvre de Giuseppe Vacca et de Giuseppe Peano et Giovanni Vacca. Je vais laisser tomber les prénoms parce que je commence à m'aider. Donc, il pense même qu'il a réalisé le rêve de Leibniz, qu'il a en quelque sorte trouvé cette caractéristique universelle que Leibniz a cherché toute sa vie et qu'avec le langage logique que Peano développe dans son formulaire mathématique, il dit « Après 2 siècles, ce songe de l'inventeur du calcul infinitésimal est devenu une réalité. » Donc il est convaincu qu'il est arrivé au bout, au moins avec ce projet-là, pas avec le chinois, en lien avec son langage symbolique, mais au moins il a trouvé le langage symbolique que Leibniz a cherché toute sa vie. Donc il dit, dans le petit livre, nous avons pour la première fois exposé toute une théorie, théorème, définition et démonstration en symboles qui remplacent tout à fait le langage ordinaire. Nous avons donc la solution du problème proposé par Leibniz. Je dis la solution et non une solution car elle est unique. La logique mathématique, la nouvelle science composée de ces recherches, a pour objet les propriétés des opérations et des relations de logique. Son objet est donc un ensemble de vérités et non de conventions. Alors, ce qu'on trouve dans le formulaire mathématique, là c'est déjà la 2e édition, on trouve beaucoup de références à Leibniz. Donc Leibniz, c'est très important. Il y a donc ces vérités mathématiques, comme il dit, des théorèmes, des énoncés, et il y a les notices historiques. Dans le formulaire mathématique, c'est tout un travail historique qui est fait. Il y a chaque fois la référence à la source d'origine où on trouve cette vérité mathématique. Et Leibniz y figure dans beaucoup d'entrées dans ce formulaire mathématique. Et ce sont ces notices historiques qui, en fait, ont été préparées par Giovanni Vacca, donc l'assistant de Giuseppe Peano à Turin en analyse et en logique mathématique. C'est lui qui a travaillé sur ces notices historiques. Et c'est Vacca même, comme vous, Monsieur Knobloch, qui allait à Hanovre, qui est allé lire les manuscrits de Leibniz, qui les a dépouillés justement pour son travail au formulaire. Alors, ce qu'il trouve aussi dans ces manuscrits de Leibniz, ce sont des écrits de Leibniz sur les hexagrammes en Chine, et ça fait l'objet d'une des premières publications de Vacca qui sont en lien avec la Chine. Donc Vacca, très doucement, commence à quitter un peu les mathématiques pures et il se penche plus sur la langue chinoise et l'histoire culturelle de la Chine, en lien toujours un peu avec les mathématiques. Et donc, il travaille, entre autres, sur les hexagrammes, il découvre les écrits de Leibniz sur l'arithmétique binaire et ces choses-là. Donc, très lentement,
il passe à ces choses-là. Ce qu'il trouve également, ce sont les écrits de Leibniz ou les idées de Leibniz sur le latin sans flexion, le latino sine flexione, qui est très intéressant pour Peano et Bach parce qu'ils sont dans le mouvement des langues universelles, qui était un mouvement assez répandu au début du XXe siècle. Et le latino sine flexione est la langue qui les intéresse le plus. Et là aussi, Leibniz, c'est la grande source d'inspiration. Et c'est quelque chose qu'ils utilisent vraiment activement de leur publication. Le formulaire mathématique dans sa 3e édition sera écrit en latino sine flexione. Et il y a énormément de correspondances de Peano et de Bach qui utilisent cette langue. Donc ils passent entièrement au latino sine flexione. Et là également, comme vous voyez dans cette citation, ici c'est un bel exemple, de latino sine flexione. C'est donc Leibniz qui les a inspirés à poursuivre cette idée. Alors, là aussi, donc, ils utilisent donc, comme j'ai dit, ce langage pour l'édition de 1906 pour le formulaire mathématique. Et Peano crée même une revue qui est entièrement écrit en latino sine flexione et qui gère jusqu'à la fin de sa vie pour promouvoir cette langue comme langue universelle des sciences. Alors, en quoi c'est lié au chinois maintenant? Alors là, c'est très intéressant, Peano et Bach, en fait, leur idée, c'est de dire le latino sine flexione c'est exactement comme le chinois, ou le chinois plutôt est comme le latino sine flexione. Et il prend de Stanislas Julien, un grand sinologue français, il prend le livre Syntaxe nouvelle de la langue chinoise et il prend un exemple d'une fable où des oies et une tortue se lient d'amitié. Et ils prennent la traduction de Stanislas Julien qui, dans un premier temps, est mot à mot. Donc, au bord, etc. Au bord, il y avait deux oies avec une tortue. Ensemble, tous deux, elles lièrent amitié. Donc ça, c'est le début de cette fable. Donc, ce sont des animaux qui se rencontrent au bord de l'eau et ils se lient d'amitié. Alors, ce que Peano, ensuite, donc il prend cette fable, ce début de cette fable, et il traduit mot par mot en latino sine flexione d'abord. Donc, aqua ripa est duo ansa cum uno testudo simul liga parente amico. Donc, ce sont exactement les mots en chinois traduits comme ici. Et après, il dit, mais c'est très simple, une fois qu'on a traduit comme ça, il suffit de réarranger un peu les mots et de rajouter des petites prépositions et des choses comme ça qui manquent. Et j'ai un texte qui est parfaitement lisible en latino sine flexione pour ceux qui connaissent le latin. Alors, M. Knobloch, j'imagine que vous n'avez aucun problème à comprendre cette histoire, le début de cette histoire, puisque c'est même pas du latin comme vous le connaissez, mais encore simplifié. Alors, ils ont conclu que ce texte est maintenant lisible pour chacun qui connaît même seulement superficiellement le latin. Ceux qui maîtrisent la grammaire latine peuvent insérer les inflexions qui manquent entre les mots, et ceci sans aucune ambiguïté. Donc, ils sont dans plusieurs démonstrations de ce type pour montrer que le latin et le chinois sont donc très similaires dans ce sens-là. Alors, Bach, en travaillant sur ces choses sur la Chine, commence à s'intéresser de plus en plus à la langue chinoise. Il quitte son poste avec Peano, il part en Chine en 1907, il reste 2 ans en Chine. Il apprend le chinois et il achète un grand nombre de livres mathématiques chinois qui aujourd'hui sont tous à la Vatican. Ils étaient donnés par sa femme. Et ce qui est très intéressant, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sont les annotations de Bach. Il a cribouillé partout dans ses livres. Et donc, c'est très intéressant de voir comment il a essayé de traduire ses livres dans un autre langage.
Et c'est là où on voit l'influence de ses réflexions sur le latin sans flexion et aussi sur le langage symbolique. Alors pendant ces 2 ans en Chine, on peut le suivre très facilement. Il y a énormément de documents d'archives. Son fils est encore vivant, donc il y a beaucoup de documents. On a son passeport quand il est allé de Pékin dans la province du Sichuan. Donc il a principalement vécu pendant ces 2 ans à Pékin et au Sichuan, à Chengdu. Et on a encore les livres que son boy a tenus avec les comptes. Donc on sait où il a acheté un livre mathématique, dans quelle librairie, combien ça a coûté. Donc on peut exactement suivre cette trajectoire. On a aussi son journal des voyages de Chine. Et on peut aussi voir comment il a appris le chinois, comment il a appris à lire les textes mathématiques chinois. Donc on trouve, donc il s'est constitué un petit dictionnaire de termes mathématiques chinois où il a donc traduit mot par mot, mais aussi des phrases entières avec ce même système. On prend chaque caractère, on le traduit littéralement et après on réorganise l'ordre des phrases. Vous voyez, il met des numéros là. Ça veut dire, pour faire une phrase correcte en italien ou en latin, il faut réarranger. Donc ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, le troisième, etc. Donc il travaille comme ça, traduction mot par mot, et à la fin, il trouve une bonne traduction. Et donc, on a plein de traces de ce type-là, où on voit donc exactement comment il a procédé, comme avec l'exemple des 2 oies et la tortue. Il a pris donc les textes, traduction mot par mot, en mettant entre les mots des prépositions. Et pour les textes mathématiques qu'il traduit, ça marche même parfaitement. Il n'a même pas besoin de réarranger les mots. Il suffit de rajouter les articles, les prépositions, etc. pour faire une phrase parfaite. Ici, c'est une traduction qu'il a fait en italien, mais ça montre bien que ça marche, son système. Et il fait ça aussi avec les classiques philosophiques chinois, les textes confuciens. Là, c'est un exemple, il prend un exemple des dialogues de Confucius, et il appelle ça une scrittura cynico-italiana, c'est-à-dire, je prends un caractère, je traduis littéralement, c'est la traduction littérale, il met à droite, et les petits mots qu'il rajoute, donc les articles, les prépositions, il les rajoute à gauche, et ça lui fait une phrase parfaitement italienne dans ce cas-là, mais il le fait aussi avec le latin. Donc, il maestre disse, etc. Donc, il travaille comme ça, et ça lui permet de traduire donc, un certain nombre d'ouvrages mathématiques. Au fond, son projet, c'était d'étudier les mathématiques en Chine. C'est ça qui l'intéressait. La question, est-ce qu'on peut coder les textes mathématiques chinois dans le langage logique de Peano? Mais, comme Leibniz, à la fin de sa vie, se plaignait qu'il n'a pas le temps d'achever tout ce qu'il avait comme projet dans sa vie, Vaca n'a pas achevé ce projet-là. En fait, il a publié presque rien sur l'histoire des mathématiques en Chine. Et on voit dans ses annotations des livres mathématiques qu'il a achetés qu'il passe très vite à une transcription en langage formulaire moderne. Et il ne travaille plus de cette méthode-là, de suivre le texte mot par mot et d'essayer de comprendre vraiment comment s'expriment les mathématiques en Chine ancienne, ou ici pas seulement ancienne, mais aussi des textes jusqu'au 19e siècle, qui étaient encore écrits en langage naturel en Chine. Donc Vaca très vite passe à une transcription moderne, on peut dire, pour décoder ces textes mathématiques, et il ne fait pas vraiment le projet jusqu'au bout qu'il avait à l'origine quand il allait en Chine. Alors ce qu'il essaie également, ça se voit dans son exemplaire de la logique mathématique de Peano, il essaie de traduire à l'inverse, de prendre la logique mathématique de Peano, qui est écrit en latino sineflexione, en chinois. Et là aussi, disons, les premières dizaines de pages, on voit ces tentatives de traduction, mais il abandonne après une dizaine de pages, son projet n'aboutit pas. Alors, évidemment, on peut
on peut le comprendre. Pean, en fait, Vaca, pardon, je confonds tout le temps les deux. Vaca, il avait un poste, après son retour de Chine, il a obtenu un poste de professeur à l'Université de Rome, une chaire de sinologie. Et donc, il est passé entièrement côté études asiatiques, mais il a quand même continué à publier énormément de choses sur l'histoire des mathématiques occidentales. Mais en quelque sorte, il n'a jamais lié les deux domaines comme il aurait bien voulu faire. Et il n'a pas abouti avec son projet. Mais c'est très intéressant de voir comment il fait ses tentatives de coder le latino sinuflexion en chinois également, en utilisant les symboles de Peano. Donc, vous voyez ici cette traduction qu'il a fait de ces choses-là. Il a hésité déjà pour le titre en chinois, comment le traduire, et fait des changements. Alors là, évidemment, ce sont des manuscrits, je pense que c'est assez clair, ils sont bien plus simples que les manuscrits de Leibniz, ce qui est peut-être aussi compliqué avec les travaux de Bach, c'est que les manuscrits sont dispersés dans plusieurs archives, dans plusieurs lieux. Souvent, ce sont des feuilles totalement à part, des feuilles insérées dans les livres qui se trouvent à la Vatican avec ses notes, ou juste des feuilles qu'il a collectionnées dans ce qu'il appelle son adversaria. Il a plusieurs adversaria où il collectionne ses idées. Et c'est un mélange de sinologie et de maths sur les mêmes pages, et des fois ça n'a rien à voir, des fois il y a un lien, mais souvent on voit quand même son monde d'idées qui se mêlent sur ces pages de différentes façons. C'est pas simple, disons, de trouver le chemin dans ces manuscrits, mais au moins c'est assez lisible par rapport à vos travaux, M. Knobloch. Je pense que lire Vaca, c'est bien plus simple. Et dans ce sens, peut-être je suis plus dans, du côté disons, de ce que Peano a dit à Vaca, quand Vaca a démissionné de son poste de mathématicien avec Peano. Peano était très fâché, évidemment. Il lui a dit: vous êtes un dilettant, vous n'aboutissez rien, vous voulez tout faire et rien n'aboutit. Maintenant, vous n'avez même pas terminé notre projet du formulaire et vous tournez entièrement vers la Chine, vous me quittez. Évidemment, pour Peano, c'était un drame, parce que Vaca, c'était son grand assistant, c'est lui qui fournissait le travail historique au formulaire. Et le départ de Vaca a été très douloureux pour Peano. Et donc, il est extrêmement fâché, il lui dit: vous êtes un dilettant, vous n'aboutissez rien. Et c'est vrai, Vaca n'a pas vraiment abouti avec tout ce qu'il a commencé. Et donc, je termine ma présentation de nouveau sur cette phrase « Uomo », parce que vous, M. Knobloch, vous avez achevé un nombre impressionnant de choses, et je pense que ça mérite vraiment toute mon admiration. Et voilà, je vous félicite, bon anniversaire, et 80 fois « Uomo ». Vous en l'aurez.